ville portuaire du sud de la France, Marseille a une riche histoire de superbes paysages. Mais c'est aussi la porte d'entrée de la drogue, qui provient du nord de l'Afrique vers l'Europe. On y retrouve aussi plusieurs zones parmi les plus dangereuses au pays. Et comme j'ai peur de rien, direction Marseille. Lorsqu'on est à Marseille, l'architecture, la Méditerranée, le port, les bateaux, c'est tellement beau du sud de la France. Là. Pour y avoir jamais été, là, j'avais l'impression d'être en Afrique du Nord ou en Espagne, mais c'était pas la France que je connaissais. Une bonne façon de comprendre comment une ville fonctionne, c'est de prendre un guide pour qu'il nous donne un tour de la ville. Donc, je me rends au marché de Noailles, rencontrer Philippe, qui, lui, va me montrer le Marseille que j'ai pas encore vu. Donc, Philippe, pourquoi on se rencontre ici dans ce marché? Ici, on est au cœur de la ville. On est dans le quartier pauvre et en même temps le quartier le plus central de la ville. Et c'est un quartier assez vivant. Donc, c'est un marché, le marché de Noailles. Et c'est un endroit où il y a, on va dire, l'économie de la débrouille. C'est-à-dire on mélange le légal, l'illégal. Il y a beaucoup ce qu'on appelle en France la sauvette, c'est-à-dire de la vente à la sauvette, c'est-à-dire la vente de petits produits illégaux. Des cigarettes, parce qu'ici c'est très taxé, donc il y a beaucoup de ventes de cigarettes, du recel de bijoux volés, on trouve tout ça. Et à côté de ça, on trouve des bouchers, beaucoup halal évidemment ici, on trouve des boulangeries de tous les pays, des trucs très différents, et tout ça c'est très légal. Et ce qui est rigolo, c'est que les mêmes personnes font les deux activités. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on est à 5 minutes du port, où il y a des touristes, on sent qu'il y a beaucoup d'argent. Et ici, un marché en plein milieu d'un quartier où il y a beaucoup de pauvreté. Mais en fait, Marseille, c'est souvent des quartiers qui sont très proches, qui s'opposent totalement. On va souvent avoir des quartiers riches, quartiers pauvres collés l'un à l'autre. C'est ce qui fait la spécificité de cette ville. On vit ensemble, mais on se croise, mais on ne se côtoie pas plus que ça. Philippe, c'est un ancien journaliste. Donc, il a vécu à Marseille toute sa vie. Et il a écrit des livres sur la French Connection. Il a écrit aussi sur le monde interlope. Donc, il y a beaucoup de connaissances qui vont m'aider à sentir non seulement le beau de Marseille, mais aussi l'inconnu, celui plus obscur. Ici, on est sur la Canebière. Donc, la Canebière, c'est l'artère la plus connue de Marseille, c'est les Champs-Élysées de Marseille. Et donc c'était une rue ultra animée par le passé, dans le passé colonial de la ville. C'était une ville-monde. On venait du monde entier pour venir ici. Maintenant, c'est plus du tout ça. Il y a plus d'empire colonial, c'est plus la pauvreté, c'est plus des gens qui passent, qui n'ont pas grand-chose à faire. Par la suite, on se retrouve sur un endroit où on a un point de vue sur la ville qui est extraordinaire. On a la vue sur le port, on a la vue sur la cathédrale, les hôtels et le clash entre le moderne et le côté ancien.
Et là où on se trouve, et derrière moi, ici, c'est le quartier premier de Marseille, qui aujourd'hui s'appelle le Panier. Et pendant très longtemps, Marseille ne va pas grandir. Ça reste une petite ville qui est le long de son port, un port de protection en Méditerranée. La mer Méditerranée, contrairement à une idée reçue, est une mer qui bouge beaucoup. C'est comme une cuvette, donc le moindre vent, et il y en a beaucoup ici, fait bouger cette mer. Donc les marins sont en permanence en recherche de port, et Marseille en est un. Donc rapidement, c'est plutôt un port dans lequel on vient s'abriter. Et donc, de fait, ça va devenir un port commerçant. Un fait méconnu, c'est que le fort qui est de l'autre côté, Oui. lui, il n'a pas été bâti pour protéger la ville. Il a été bâti pour protéger contre les Marseillais. Voilà, pour surveiller les Marseillais. Parce que la France, c'est un pays qui est très centré sur sa capitale. Donc, tout se décide à Paris. Et dès les premiers temps de la Révolution française, Marseille s'est toujours opposé à ça. Donc, c'est un peuple de rebelles à cette époque-là, qui est toujours en train de... Il y a des insurrections permanentes. Et donc, reste le fort Entrecasteaux, là, qui est à Fort-de-Vauban, qui est très beau, en forme d'étoile, qui aujourd'hui surveille plus grand-chose, mais qui avant surveillait la population de la ville. Comme Marseille est une ville portuaire, donc le plus vieux quartier de la ville est juste aux côtés du port. Donc on se dirige vers là pour aller prendre un petit café, question de se réchauffer. Le petit café avait 450 ans. Donc, c'était très spécial de se retrouver à un endroit avec autant d'histoire. Comme l'endroit était feutré, même un peu lugubre, c'était le parfait moment pour discuter d'une organisation criminelle qui a pris naissance ici à Marseille, la French Connection. On va se réchauffer avec un petit café. On va en profiter pour parler de la French Connection. L'histoire de la French Connection a beaucoup été racontée et pourtant il y a tout un pan qui est assez méconnu, c'est la partie libanaise de la French Connection. Les Libanais étaient impliqués là-dedans? Les Libanais, les Arméniens, la Cosa Nostra et les Corses. Et le banditisme marseillais. C'est beaucoup plus gros que... C'est beaucoup plus gros, c'est toute une chaîne. À Marseille, il n'y a pas une mafia, mais il y avait énormément d'Arméniens qui, pour certains, s'étaient dirigés vers le banditisme. Et les Arméniens avaient des liens avec les Turcs et les Libanais. Ils avaient une langue commune et en plus, ils avaient des réseaux communs. Ce qui permettait d'amener jusqu'à Marseille l'opium base qui va servir à faire l'héroïne. Et après, les Corses, eux, avaient fourni les chimistes. Et en plus, les Corses, avec le langage, avaient un lien avec la Cosa Nostra qui était aux États-Unis. Et donc, il y avait toute une chaîne qui permettait de faire venir le produit jusqu'à Marseille, le transformer et l'amener jusqu'aux États-Unis. Pendant la discussion, il me fait le parallèle entre la criminalité de Marseille à l'époque et la criminalité de Marseille maintenant. Aujourd'hui, ce sont ceux de la French Connection, les héritiers, qui aujourd'hui font venir du Gabon, d'Angola, de la drogue par conteneur qui arrive en quantité incroyable, pas qu'à Marseille mais dans l'Europe. Et de là, ces conteneurs sont dispatchés sur des cités. Au niveau des cités, présentement, il semble avoir une accalmie. On pense qu'il y a une accalmie, c'est surtout qu'à un moment donné, il y a eu un pic d'homicides pendant 3-4 ans. C'est une vague, hein. Quand on commence à avoir 10 morts, il va y avoir les vengeances. Donc on va monter à 30 morts. Et au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui peut se tuer parce qu'ils sont soit en prison, soit morts. Ça se calme. On est dans une suite logique. C'est pas vraiment l'action de la police. Enfin si, l'action de la police pour les interpellations. Mais c'est surtout le fait que ce soit... Ils sont tous morts, quoi, au bout d'un moment. Ma rencontre avec Philippe me permet de pouvoir débuter mon séjour à Marseille en sachant comment m'orienter, les endroits évités, la dynamique et surtout en sachant comment le faire en restant en santé. Messages, right words, but still couldn't read what's wrong. Just don't get it. Even if they shot James, they still can't kill this bond. Don't know what she feel is strong, and I know it sounds like the same old song. Marseille est principalement divisé en deux, le côté nord et le côté sud. Le côté sud, ce sont les riches.
Et le côté nord, ce sont ceux qui vivent dans des conditions un peu plus difficiles, où ce qu'on retrouve la pauvreté ainsi que la criminalité. Les Marseillais, il n'y a pas à dire, ils veulent être comme les Américains. Il y a le boulevard John F. Kennedy, Roosevelt. Écoutez bien, il y a la Maison-Blanche. Attachez-vous parce que la Maison-Blanche, c'est vraiment quelque chose. Ici, c'est une des cités les plus connues de Marseille. Donc, pour y aller, mon contact, c'est un rapper. Vous me comprenez? Je vais utiliser la musique pour pouvoir rentrer et une fois à l'intérieur, pour aller chercher l'information que je veux. Chris, Bacalive, c'était comment grandir ici? Grandir au quartier, c'est-à-dire qu'en fait, on voit tout. C'est qu'en bas du bâtiment, déjà, il y a les vendeurs, ceux qui vendent. Donc, rapidement, on va dire, quand on est petit, on peut être influencé par ça. Et donc, rapidement, on fait ce choix entre rester en bas et vendre et plutôt aller à l'école. Donc, on commence lorsqu'on est jeune. La tentation, c'est de devenir vendeur. C'est la première étape. Et par la suite, si on embarque dans ce créneau-là, bien, on passe à d'autres choses. C'est bien ça? Ouais, ça, parce qu'en fait, après, quand on est petit, en fait, on n'a pas forcément de repères et on ne sait pas forcément ce qui est bien, ce qui est mauvais. Surtout à cause de l'éducation, tu vois. L'éducation, s'il y en a, il n'y a pas de père, ou même C'est une vrai. famille où il y a beaucoup, tu vois, beaucoup d'enfants qui vivent dans des conditions sociales qui sont pas favorables ou peu favorables. Donc automatiquement, pour pouvoir avoir des baskets, les derniers survêtements, donc les mecs sont obligés d'aller soit dealer, soit faire des trucs de fou. En résumé, son discours, c'est que les jeunes n'ont pas vraiment de choix et que la seule option qui leur reste, c'est la criminalité pour être capable de finir par devenir quelqu'un. Donc, par la suite, ensemble, on va à l'intérieur pour aller voir comment c'est l'intérieur de la cité. Et sur place, on y rencontre des gens qui sont très sympathiques. On arrive sur place, là. On peut voir qu'il y a du monde. Ça bouge. Donc, c'est tes potes? Hein? C'est tes potes? C'est ça, c'est ça. Donc, ici, c'est la Maison-Blanche. C'est chez vous, ça? Est-ce que vous avez souvent de la visite comme ça? Non? On a la police qui vient. La police vient? Est-ce qu'elle est bienvenue ici? Une fois ma visite de la Maison-Blanche terminée, je quitte pour aller rencontrer un autre de ses artistes, Kinder. Je m'en vais rejoindre un autre gars dans le 14e arrondissement. Puis, c'est une autre cité. Ah! Il y a quelqu'un qui fait de la watch. Ce qu'il veut dire, c'est que lui, il surveille pour savoir qui entre. Il est sûrement pas en train de pêcher, là. Il est assis devant l'entrée pour voir les véhicules qui entrent dans la cité. Ils veulent savoir qui vient ici et qui en sort. Donc, on est où exactement ici? On est toujours dans le 14e arrondissement? C'est ça. Ici, tu es dans le 14e aussi. Comme tu le vois derrière toi, tu es aux Iris, là où je suis né et là où j'ai grandi.
question de valider pour lui demander quelque chose que je savais, mais en faisant l'air que je ne le savais pas. Je lui ai demandé à Kinder, c'est qui le gars à l'entrée du stationnement? L'individu, quand on est arrivé, là, qui était assis sur la chaise, lui, il fait sûr que personne vient ici, qu'il n'y a pas d'affaires ici, c'est ça? On va dire ça comme ça, ils protègent la zone, histoire que, tu vois. Comment on appelle ça? C'est ça. Des guetteurs? Les guetteurs. Ici, ça s'appelle les guetteurs. Ils surveillent l'entrée. S'il y a la police qui vient, tout simplement, ils alertent le charbonneur, le dealer, quoi. Et le signal, après, le charbonneur, il se cache. Voilà. C'était comment grandir ici? Ça dépend. Il y a eu des époques plutôt dures, tu vois. Des époques plutôt dures où il y a eu plusieurs meurtres, comme le bâtiment que tu vois en face, là. Il y a une personne qui est décédée à l'intérieur, tu vois, dans des caves. Il y a eu plusieurs fusillades. Puis, dans ta musique, est-ce que tu parles de ça, de la vie ici? Ouais, je parle beaucoup de ça. Je parle beaucoup de tout ce qui est trafic, tout ce qui est règlement de compte. En fait, je me focalise beaucoup sur mon enfance, tu vois. Vu que parfois, j'ai vu des choses, des fusillades, des trucs comme ça, quand tu as un petit de 56 ans, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, c'est pas... Tu vois, même des meurtres et tout ça, donc voilà. Je parle beaucoup de la délinquance. Vu ça, toi? Il y a beaucoup de choses quand même que j'ai vues. Des choses que j'aurais pas dû voir. Il a vu le côté sombre de Marseille. C'est ça. Donc, à un certain moment, il me demande si je voulais entrer à l'intérieur de la cité. Et c'était pas vraiment une mauvaise idée parce qu'il faisait pas chaud, hein. J'étais très content d'être à l'intérieur plutôt qu'être assis sur la chaise dehors à faire le guet. Une fois à l'intérieur, j'ai demandé à Kinder comment ça fonctionne pour pouvoir venir ici lorsque tu es un étranger et comment lui a fait. Il m'a expliqué ça. Donc, il a fallu que tu demandes la permission pour qu'on puisse venir? C'est ça, toujours demander la permission. Toujours, on ne sait pas où on s'aventure, tu vois. Malgré que c'est mon quartier, malgré que je suis chez moi et qu'ils me connaissent tous, il faut quand même que je demande. On ne sait jamais s'il y a des têtes qui ne veulent pas être vues, des têtes qui sont recherchées. Donc, tu vois, on préfère demander, c'est mieux. Et qu'est-ce qui arrive si on ne demande pas la permission? Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va vous faire dégager, ça peut même casser la caméra. T'as assez de produits de ton vécu pour continuer à écrire pendant bien longtemps? Je pense que oui. J'ai fait des choses, tu vois, que je devais pas faire vraiment à mon âge, tu vois, parce que je suis vraiment très jeune. Est-ce que tu le regrettes? Quand même. Ouais, quand même, il y a vraiment des choses que je regrette. Tu vois. Il y a des choses que j'aurais voulu que ça se passe pas. Lâche pas, mon frère. Merci, toi aussi. Une fois terminé, je me rends voir Chris pour parler de la prochaine étape de ma visite, la Castellane. Donc, Chris, on s'en va où maintenant? On devait aller à la Castellane, Hugo, mais malheureusement, on n'a pas pu y aller. Tu sais, c'est une cité à Marseille très particulière dans laquelle il n'y a aucun média qui rentre. C'est une cité très fermée par rapport au fait que c'est une cité très pauvre et qu'il y a énormément de violence. Donc, c'est pas une bonne idée qu'on y aille par nous-mêmes, hein? Si t'es pas invité et que tu y vas, c'est à tes risques et périls. C'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée du tout. Merci beaucoup, Chris. Bah, de rien, de rien. Au final, je suis très déçu parce que le but de ma visite, la Maison-Blanche et de l'autre cité, c'est vraiment d'entrer à l'intérieur de la Castellane. Et malheureusement, je pourrais pas y aller, mais c'est pas grave. J'ai pas terminé mon voyage à Marseille. Sometimes I have to question my ability. Is it really worth pursuing a career with no stability? 1 minute you're here, next minute you're gone. It's like you just disappear when they finish playing your song.
Lorsque je me promène dans le quartier nord, les cités sont faciles à identifier. Ce sont de grandes tours appartements qui surplombent la ville. Donc, je vous dirais qu'ils ont sûrement les plus belles vues dans la ville, mais c'est aussi les endroits les plus dangereux et les endroits les plus pauvres. Doing this for the love, we're doing it to express, we're doing it for the fun, we're doing it at our best, using it like a gun to hit you up in your chest, that's how I know that there's none. Pour déjà avoir visité une cité, je comprends pertinemment que c'est très difficile d'y entrer et surtout très dangereux si on n'y a pas été invité. Ce qui fait en sorte que je vais rencontrer Moussa, qui lui va devenir ma porte d'entrée pour aller à la cité de Félix Piat. Donc, je vais où, là? À gauche, et après, tu vas plus loin là-bas. Lorsqu'on arrive sur place, tout le monde disparaît tout de suite une fois qu'ils nous ont identifiés. Donc ici, Moussa, Ouais. on est où? On est au 143 rue Félix Piat. Ça, c'est une cité. Exactement. On est dans le 3e arrondissement de Marseille. Le 3e arrondissement de Marseille est l'arrondissement le plus pauvre à Marseille et un des plus pauvres en Europe. Les cités sont reconnues pour être un endroit où il se passe beaucoup de criminalité, qu'il y a beaucoup de drogue. Comme dans toutes les cités de France et de Navarre. Parce qu'on a concentré un maximum de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et à un moment donné, il y a des grosses complications qui se créent dans la cité. Moussa, c'est un travailleur social. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans la vie de son quartier. Il est très volubile. Donc, il y a beaucoup de choses à me dire. Et il me parle des conditions dans le quartier où on se retrouve. Aujourd'hui, il y a la cause, il y a un effet. Si tu prends la cause à un moment donné, le taux de chômage, il est de combien ici pour les 18-25 ans? C'est à peu près 70-75% de chômeurs. C'est énorme pour une cité où il y a 5 000, 6 000 habitants. C'est énorme. Lorsqu'on arrive, il y a des adolescents qui participent activement à ces activités. C'est pas relié au chômage. Eux devraient être à l'école, ils devraient jouer au foot, devraient faire des activités, et non en train de faire du trafic ou en train de faire le guet. Est-ce qu'à un moment donné, la scolarité a été adaptée pour eux aussi? Est-ce qu'ils ne sont pas sortis trop tôt de l'école? Est-ce qu'il n'y a pas eu un échec scolaire? Est-ce que l'éducation est adaptée pour les jeunes qui vivent ici présentement? Je pense qu'il faudrait la refaire. Il faudrait remettre un gros coup de flash dessus et se dire à un moment donné, il faudrait qu'on fasse quelque chose d'autre. En marchant dans la cité, Moussa veut me montrer que juste à côté, adjacent même à la cité, il y a un poste de police, il y a une école, une garderie, et de l'autre côté, c'est l'endroit où se deal la drogue. Donc, c'est très paradoxal de voir comment les forces de l'ordre et la criminalité peuvent vivre ensemble. Les gens là-bas là, qui vivent dans la cité, là, Oui. qu'est-ce qu'ils pensent de la police, eux? Le plus grand mal. Ah oui? Oui, parce qu'ils sont là-bas, ils sont dans leur trafic, voilà. Donc les policiers peuvent aller là n'importe quand. Ah oui, quand il y a un gros truc à les faire, ils y vont nombreux, mais ils y vont. Il n'y a pas de souci. Non, mais il faut qu'ils soient nombreux, il faut qu'ils arrivent en groupe. Oui, un policier tout seul, ça va être compliqué, quoi. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil. On appelle la même mentalité qu'au Canada. Au niveau de l'éducation anglo-saxonne, on va dire, elle est plus respectueuse. Et l'éducation méditerranéenne n'est moins respectueuse. Moussa a une surprise pour moi qu'il veut absolument me montrer. Ensemble, on se dirige vers un bâtiment qui, de l'extérieur, semble quand même correct. Mais une fois entré à l'intérieur, j'ai l'impression de passer à travers un portail dans le temps et je me ramasse complètement ailleurs.
Donc, il y a des gens qui vivent ici, là. Ouais. Sérieux. Ah ouais? C'est complètement insalubre. Et il y a des gens qui vivent là et qui paient 800 € par mois pour y habiter. C'est incroyable. Je croyais avoir tout vu alors que j'étais à l'intérieur, mais Moussa m'emmène dans la cour arrière. Donc, vous imaginez, c'est l'espace où les enfants, normalement, doivent aller jouer. My God! Oh! C'est plein de draps. C'est dégueulasse. Il y a des gens qui vivent ici. C'est simple. Lorsqu'on regarde en arrière, ça semble être dans un pays du tiers-monde ou un endroit qui vit des moments de guerre, mais on est bel et bien à Marseille. Lève la tête. Ben voyons. Quand moi je suis venu une fois, je suis monté sur la terrasse et c'est interdit en fait. Oh, les terrasses vont tomber, là, on peut le voir, là. Ouais, ils vont tomber. Ça, c'est... On voit au travers. Je regarde les balcons, je ne mettrais pas un pied là. Et honnêtement, si c'était par chez nous, c'est clair que cet édifice-là serait désaffecté, détruit, parce que personne ne devrait pouvoir y habiter. Il y a combien de monde qui vit ici? Ah, il Combien doit de y gens? avoir 2, 4, 6, 8, 10 familles. Est-ce qu'il y a des plans de rénover ou de tout? Il y a des plans de rénovation, il y a les bâtiments qui sont fabriqués d'insalubrité. Mais on permet aux gens de vivre là quand même. Voilà, mais c'est très long, très long. La problématique, c'est ça, en France, on est très long. C'est navrant pour les gens qui habitent là. Ma rencontre avec Moussa m'a permis de voir qu'il y a encore des gens qui vivent là-bas, qui veulent changer les choses, qui sont pris non seulement d'une passion, mais je dirais plus une vocation de faire en sorte que la jeunesse devienne les leaders du futur. Ma prochaine destination, c'est de me rendre au centre-ville, tout près d'un poste de police, pour rencontrer un policier, pour savoir comment ça se passe le travail de la police ici à Marseille. J'ai vu des vidéos sur le net et ça donne l'impression comme si les faiseurs de troubles, les criminels, ne respectaient plus l'autorité ou la police. Alors ça c'est vrai et c'est faux en même temps, à savoir que c'est un phénomène qui n'est pas propre qu'à Marseille, mais pour nous c'est national, où on se rend compte que les personnes qui détiennent l'autorité ou qui représentent l'État sont malmenées par des fauteurs de troubles. Je pense aux pompiers, je pense aux policiers, aux agents des chauffeurs de bus. Donc c'est un peu un ensemble d'une société qui se transforme et qui devient un peu plus violente. La grosse question, c'est de savoir est-ce que c'est sécuritaire de se rendre dans les cités et je voulais avoir l'avis d'un professionnel. Écoutez, si la police ne le sait pas, personne ne va le savoir. Il y a des endroits à Marseille où même les policiers ne peuvent pas aller. Alors là aussi, on en parle souvent, les policiers rentrent de partout à Marseille. Dans toutes les cités, on rentre. Par contre, dans certaines cités, on prend beaucoup plus de précautions que dans d'autres, puisque l'on sait que ce sont des cités qui sont déjà bâties, on va dire, à un niveau architectural de façon extrêmement cloisonnée, souvent avec des cul-de-sac. Donc forcément, on n'y va pas à deux, à un simple voiture police, on y va à plusieurs voitures, on y va nombreux. On montre que l'on est, entre guillemets, puissant et que s'il y a quoi que ce soit, on sera en capacité de réagir rapidement et en nombre.
On parle souvent du trafic de drogue, et ça à peu près dans toutes les villes. Par contre, ici à Marseille, ce qui a été intéressant, c'est qu'il s'est mis à me parler du trafic des armes. Donc, c'est quelque chose de complètement inconnu pour moi, et j'étais très intéressé de savoir son opinion là-dessus. Avec l'éclatement du bloc de l'Est, Tchécoslovaquie et ainsi de suite, où il y a eu à un moment donné un chaos, il y a pas mal d'armes qui ont été sorties, j'allais dire, de ces pays-là, amenées soit en pièces détachées, soit directement par le port, par les voies terrestres. Aujourd'hui, une Kalachnikov à Marseille ne vaut pas bien cher. Vous en avez autour de entre 500 et 1000 euros, vous avez une Kalachnikov. C'est une arme d'une telle puissance que si on sait un peu s'en servir, ou même si on tire en rafale en une dizaine de cartouches, vous avez pu arriver à vos fins très facilement et tuer un nombre incalculable de personnes. Comme partout ailleurs, le travail des policiers est toujours le même, c'est d'essayer d'attraper les méchants. Ici à Marseille, comme ailleurs, il y en a beaucoup. J'ai trouvé ça intéressant de voir les dynamiques qu'on y retrouvait. La drogue, les armes. Ça me donnait une meilleure perspective sur le travail de la police ici à Marseille. Question de vraiment sentir la saveur locale. Je me dirige dans le quartier nord, où c'est un peu plus chaud. Puis, j'ai une petite faim. Donc, à un moment donné, je vois une petite pizzeria, un peu de boucan. Ça avait l'air un peu cramé, mais je trouvais que c'était l'endroit idéal pour pouvoir aller casser la croûte. Bonjour! Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Moi, j'aimerais ça, une pizza, 4 fromages, 4 fromages. avec du jambon. 4 fromages jambon. Allez. Sur place, j'y retrouve Albert et Joe, qui sont les propriétaires de l'endroit depuis quelques années. On est dans quel quartier ici? Ici, c'est le Vallon des Tubes. Vous avez vécu ici toute votre vie? Oui, moi, je suis né ici. Comment vous avez vécu le changement lorsqu'on a monté les cités, les gens y ont habité, et jusqu'à maintenant? Les premiers habitants des cités, c'était pas les mêmes qu'on a eu par la suite. Les premiers qui habitaient dans les cités, c'est déjà, on va dire, plus calme. Il y avait moins de violence que maintenant et tout. Il paraît que même pas loin, hein, dans le 84, les pizzas, ils sont pas aussi bonnes qu'ici. Oh! Ça, est-ce que ça a été volé aux Italiens, la pizza ici, la marseillaise? Là? Il y en a qui disent même que ça vient de Chine. Que les Italiens, ils auraient volé aux Chinois. Ah oui? Le truc de la pizza. OK, là, c'est le test ultime. Wow! Le fromage. Oh! C'est vraiment bon. Sérieux? C'est goûteux. Elle est bonne, cette pizza marseillaise, là? Ouais, au four à bois, là, la texture de la croûte, c'est bon. Je vais être honnête avec vous, là, la pizza, j'en mange pas souvent. Parce qu'avec la pizza vient la croûte. La croûte, il y a du gluten. Le gluten puis moi, on fait pas bon ménage. Je vous aime bien, mais je vais aller manger dehors pour vraiment vivre l'expérience de la pizza marseillaise. Une fois rassasié, je décide de me rendre à la fameuse cité de Castellane. C'est cette cité dont tout le monde parle, qui est extrêmement dangereuse. On y trafique pour 1 500 000 d'euros par mois seulement. Donc, ça bouge beaucoup et j'ai le sentiment qu'on ne sera pas les bienvenus.
La Castellane, c'est quoi? C'est environ 1200 logements. Il y a de 4500 à 6000 personnes qui y vivent. Ça a été construit dans les années 60 pour accueillir les travailleurs d'Algérie. Maintenant, ça a beaucoup changé, mais qu'est-ce qui a vraiment popularisé l'endroit? C'est le fait que le fameux joueur de soccer français Zidane vient de là. Donc là, je suis en train de voir si je suis en mesure de pouvoir entrer à l'intérieur ou du moins faire le tour. Et les entendre crier. La dynamique, c'est que lorsqu'on arrive près d'une cité, il y a des guetteurs. Ils sont installés dans la périphérie extérieure des bâtiments. Et généralement, ce qu'ils vont faire lorsqu'il arrive un intrus, ils vont crier. Aussitôt qu'on est entré, j'ai tout de suite entendu des cris. Et les cris se relaient pour laisser savoir qu'il y a quelqu'un sur place qui n'a pas d'affaires là. On s'est fait dire de ne pas sortir du véhicule pour ne pas se faire poignarder. Donc, c'est toute une aventure. Il y a des policiers ici. Oh, les policiers nous interceptent. On va voir ce qu'ils veulent. Oh. Bonjour, ça va bien? Oui, tu peux filmer là. La Castellane. Ah ouais. On est du Québec. Quoi? On est du Québec. D'accord. Ok, allez-y, messieurs. Donc aujourd'hui, ce qui m'aide beaucoup, là, c'est qu'il y a une opération policière en même temps qu'on est là. Donc ça nous permet peut-être d'avoir un peu plus d'audace et de se rapprocher. Mon jour de chance. Et là, ici, on le voit aux côtés. On est aux abords d'une de leurs parties. On peut voir des guetteurs. Je suis en train de regarder dans le GPS pour essayer de comprendre comment la cité est faite pour être en mesure de pouvoir entrer ou du moins passer. Et là, je vois vraiment, là, il y a certaines rues qui sont des cul-de-sac. Donc, je veux vraiment éviter d'aller là. Malgré le fait que je suis conscient qu'on ne doit pas entrer à l'intérieur, j'ai réussi à prendre le mauvais chemin. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, je fais face à un cul-de-sac. On a entendu crier, je vire de bord et je sors d'ici. Dans le calier, ils sont en train de bloquer le chemin. Puis le style de véhicule qui veut pas changer de crisse, de vitesse. Et là, je dois commencer à trouver une façon de me tourner rapidement. Et ça marche pas nécessairement comme je veux, là. Ça va pas très bien. On s'est pas fait d'amis ici. Wow! On vient de recevoir une roche, ça fait qu'on restera pas ici. Ouf! On l'a pas vu venir, celle-là. Il nous l'avait dit qu'on serait pas les bienvenus. C'était pas un petit caillou non plus, là. Après avoir quitté les lieux, j'ai trouvé un endroit sécure pour pouvoir justement regarder de plus près. Ça n'a aucun bon sens. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont tiré, là. Parce que ici, c'est quand même vraiment solide, là, puis ça rentrait dedans. On dirait quelque chose de contondant. Ça fait juste démontrer que lorsqu'on va dans les cités, on y va à nos risques et qu'on n'est pas les bienvenus. Lorsqu'il voit des caméras, il voit des gens qu'il ne connaît pas, c'est ce que ça donne.
Question justement de pouvoir rassasier mon appétit pour les histoires de gangsters. Je m'en vais dans le haut de la ville, près du port, rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de choses à me dire. L'individu que je rencontre s'appelle Milou. Non seulement il était membre de la French Connection, c'était un parrain et il avait sa propre famille. Milou, la French Connection, pouvez-vous m'en parler? Comment ça a débuté? Bien, ça a débuté par un voyou corse qui a été, disons, pris par la Gestapo pendant la guerre et qui a été envoyé à Buchenwald. Le camp de concentration allemand. Camp de concentration. Et il était tellement malin. Ce type, il est arrivé à se faire classer à l'infirmerie. Et à l'infirmerie, il a appris à la transformation de la morphine base en héroïne. Et comme il avait un coup de main, il est arrivé à faire la meilleure héroïne jamais... jamais existé. Qui a jamais existé. L'héroïne afghane, l'héroïne thaïlandaise, c'est du pipi de chat. C'est du pipi de chat. Nous, notre héroïne, c'était le must. C'était comment de vivre comme parrain? On vivait comme des seigneurs. Et on donnait des sous à tout le monde, puisqu'on en avait à foison. Hein, ça rapportait des montagnes. Et on était installés dans un système, on peut dire, princier. Les gens étaient fiers de vous connaître. Oh là là, oui. Et celui qui arrivait à dire qu'il m'avait embrassé, il dit, mais j'ai embrassé Milou, à sa famille, à ses enfants. Ils nous prennent pour des Robins des Bois, alors qu'on était des assassins de la pire espèce. À un certain moment, j'avais envie de lui poser une question un peu embêtante. Je voulais vraiment savoir à quel point son influence pouvait avoir un poids. Avez-vous déjà commandé des meurtres? Je ne suis pas un garçon à commander des meurtres, moi, parce que j'ai du sang corse. Un Corse, il ne commande pas à un autre de tuer, il se venge lui-même. Il a la satisfaction de se venger lui-même, de tuer lui-même la crapule en disant je tue, tu es mort, c'est bien. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a tombé? Les lois, elles ont augmenté. De 5 ans, on est passé à 30 ans. Et il y a eu des gens arrêtés aux États-Unis qui ont parlé. L'omerta, c'est pas quelque chose d'important dans votre organisation? C'était quelque chose de capital. Nous, on nous pendait un crochet, on nous aurait dépecé, on n'aurait pas pu parler. Parce qu'on avait grandi avec ce système de dire on meurt mais on ne parle pas. Est-ce que vous avez senti à un moment donné que ça achevait et que vous étiez en danger? Là? Oui, oui. La preuve, c'est que vous verrez dans les photos que je vous ai données, vous me verrez en rouquin et avec les moustaches. Et là, quand vous me verrez en roux avec les moustaches, c'était quand j'ai senti que ça... Ça chauffait. J'ai senti le vent du boulet. J'ai été en Corse, dans mon village, mais ça n'a pas suffi. Ils sont venus avec l'hélicoptère, j'en avais 30 autour, et hop. Ils vous ont trouvé? Ah, ils m'ont trouvé, j'ai été balancé. Avez-vous des regrets? Non, non. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir fait confiance à certaines personnes. Et comme dit le proverbe, j'ai mangé les raisins, je cague les pépins. Merci Milou, merci beaucoup. En gros, Marseille, c'est une ville portuaire avec des accès terrestres à d'autres pays qui facilitent le trafic de drogue, le trafic d'armes à feu. On y retrouve deux parties, une partie plus pauvre, une partie plus riche, avec une multitude de nationalités qui favorisent justement l'unicité de cette ville sur le bord de la Méditerranée, qui est très intéressante à venir visiter comme touriste, mais par contre, il faut faire attention où on y met les pieds.